j'étais quand même sur mon téléphone dans la salle d'accouchement. Après, Aurore est arrivée. Aurore est arrivée avec son portable comme ça. Les attachés de presse, moi, me contactent parfois à 23h30. Oh. Et tu vois, le jour de mon anniversaire, je me suis assise sur un banc et j'ai booké une interview. Je pense que c'est une passion dévorante, Oui. à tel point que, comme ça te fait du bien aussi, ça te fait plaisir, tu aimes ce que tu fais, Ouais. tu ne sais pas te poser des limites. Oui. On a fait des clients qui parfois t'écrivent hyper tard, surtout si c'est des gros clients. Mm. Tu te sens redevable et tu te dis, bah oui, mince, il faut vite que je réponde. À l'échelle d'une vie, je me dis, un client qui est pas content parce que le thé n'était pas assez chaud, tant pis. Oui, c'est un argument qui tient la route, en fait. Maintenant que j'ai Non, mais réfléchi. c'est vrai. Et je pense que je me suis beaucoup oubliée ces dernières années. Oui, tu trouves? Ah, vraiment? Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir mon amie Eugénie Lambert-Buxton, ancienne journaliste à CNN, qui a tout quitté pour se lancer dans l'entrepreneuriat en fondant les studios de méditation Bloom. Aujourd'hui, Bloom, c'est à la fois une application mobile et une méthode qu'elle transmet dans les plus grandes entreprises à travers le monde jusqu'au sein de l'ONU. Ensemble, nous allons parler d'un sujet qui me touche malheureusement particulièrement de près, la difficulté à déconnecter quand on est à son compte. Et je trouve que c'est un vrai sujet dont il faut parler un peu plus en profondeur. Avec Eugénie, on va parler avec sincérité, et uniquement sincérité, parce qu'on se connaît l'une et l'autre, de la difficulté à la fois à décrocher mentalement, numériquement aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que les portables, les ordinateurs, les tablettes font partie intégrante de nos vies, à travers des anecdotes très personnelles. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, car un psychologue clinicien nous partagera ses meilleurs conseils pour repartir avec quelques clés concrètes. Merci à la Matmut de soutenir La Leçon avec ce hors-série spécial entrepreneuriat. Et merci à toi, Eugénie, d'avoir accepté mon invitation. Je suis tellement heureuse de t'avoir dans le podcast. Merci infiniment, Pauline. Je suis tellement contente d'être avec toi ici. Ah ouais, c'est tellement un bonheur de se dire à la fois que je suis face à quelqu'un dont j'admire profondément le travail. Tu le sais très bien parce que je te le dis assez régulièrement, mais je le redis ici publiquement. Et puis aussi, quelqu'un avec qui je me sens si sincère et bien et vrai. Et c'était le rêve pour cet épisode. On travaille entre copines, Ça me pas touche le tellement. rêve. C'est vraiment le rêve. Et Ah moi, ouais. j'apprécie à chaque fois que je passe des moments en ta présence, je me sens bien. Donc merci pour Ouais. ça. Et merci pour cette invitation parce que j'écoute La Leçon avec intérêt. Et je suis hyper contente de pouvoir partager un peu de mon expérience sur ce sujet qui est un sujet de société, je pense. Ouais, vraiment de façon beaucoup plus large. Et puis, ça m'intéresse aussi ton profil parce que toi, tu inities les gens à la méditation. Ouais. Tu essaies de planter une petite graine, en fait, pour faire prendre conscience aux gens à quel point ça fait du bien. Mais tu restes une humaine avec ses contradictions. Et ça m'agace profondément lorsqu'on a soi-même un média ou alors un business lié vers le bien-être. Il faudrait devenir Bouddha sans droit à l'erreur. Or, c'est pas possible. T'es maman en plus. Enfin, c'est pas possible. Et surtout, je ne suis pas un gourou. Ouais. C'est step one. Si tu as vu le dernier film de Pierre Ninet, mais globalement, je ne suis pas un gourou. Et surtout... Et pourtant, t'es habillée en blanc aujourd'hui. Je sais, je suis habillée en blanc. Je ne vais pas vous faire un cours de Kundalini, même si je n'ai rien contre cette pratique. Mais pour moi, c'était très important, par exemple, de pas mettre d'estrade chez Bloom pour pas être au-dessus des autres. On est vraiment tous au même niveau. Et en fait, si t'es vraiment un bon enseignant de méditation, t'es aussi toujours un étudiant. Donc, t'apprends toujours. Et quand t'es dans cette posture, je pense que tu te mets pas au-dessus des autres. Et ça, c'est hyper important. Ah oui, c'est aussi une question d'ego. Bien sûr. Ça parle de beaucoup de choses. Si tu as vraiment bien compris la méditation, l'ego, ça devrait même pas être un sujet. Ouais. Donc, dès qu'il y a trop d'ego, c'est « Oh, ok, interesting. » Ouais, interesting. Première question, parce qu'elle me parle particulièrement. Donc, tu as ton business. En plus, il est digital. Aujourd'hui, on peut pas dissocier le fait d'avoir un business en ligne et les réseaux sociaux. Et parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec l'algorithme, demandent d'être toujours réactif, etc., pour construire une communauté. Mais on est d'accord que c'est hyper galère. Est-ce que toi, tu as une anecdote où tu t'es rendu compte que tu n'arrivais plus à décrocher ? Moi, je m'en suis rendu compte quand mes enfants ont commencé à me dire est-ce que je peux avoir un téléphone ?
Ah waouh, Et ça raconte. ouais, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que, quand tes enfants ont tellement envie d'avoir un téléphone parce qu'ils te voient, sur leur téléphone, passer du temps et tu leur dis: «Je travaille». Ouais. Ils disent: «OK», mais en même temps, tu peux jouer aussi sur un téléphone, tu peux regarder un film, tu peux écouter de la musique, tu peux dessiner, tu peux faire plein de choses. Donc c'est un objet extrêmement Mais désirable, oui. je pense, pour les enfants. Ils ont envie de faire comme papa et comme maman. Et Mmh. donc maman, elle travaille, mais elle travaille aussi sur son téléphone. Et donc maman, parfois, elle prend des photos ou elle fait des stories ou elle fait des choses pour parler de ce qu'elle fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, «Ah non, en fait, là, je Mmh. leur donne pas assez de temps». Complètement dédié, de la manière que je l'explique finalement à mes clients en leur disant, aux méditants qui me suivent de dire: «Bah, voilà, faites les choses vraiment en conscience». Mmh. Et quand tu es chez toi et que tu es sur ton téléphone et que tes Mmh. enfants sont à côté en disant: «Maman, maman, maman», Ouais, et tu l'entends au bout de la 4e fois, ouais, c'est vraiment flippant. ouais. Il y a pas d'autre mot. Et donc c'est vrai que ça, je pense que c'est la 1re chose qui m'a fait prendre conscience récemment. Enfin Mmh. récemment, ouais, il y a quand même plusieurs années, de l'impact, du téléphone dans ma vie et dans ma relation directe avec ma famille. Et donc moi, j'ai commencé à vraiment réduire énormément, ça, et à me Mmh. dire: «Bon je sais que les femmes font un truc qui s'appelle le revenge, gram, que Qu'est-ce tu que fais». c'est ça? Il y a beaucoup de mamans qui se sentent frustrées le soir, parce que tu t'es tapé le tunnel du soir. Ouais. OK? Donc le tunnel du soir, en général, ça va de la sortie d'école ou au moment où si tu as une nounou, tu récupères tes enfants après, et jusqu'à 20:00, jusqu'au moment 21:00 parfois quand ils s'endorment vraiment. 22h30 pour 2h30, certaines vous pauvres voyez mes mamans dont cernes. les enfants sont en mode: «J'ai pas envie de dormir». C'est ça, Ouais. exactement. Et donc ouais, le tunnel du soir, c'est vraiment quelque chose qui est épuisant. Et après, il y a beaucoup de mamans qui se vengent, sans le savoir, sur leur téléphone Ouais. en passant non-stop à scroller. Ouais. Je sais que ma belle-sœur, elle est devenue addict à TikTok. Alors TikTok, c'est pas encore mon truc pour l'instant. Reste loin parce que moi je suis en plein dedans. Reste OK. très loin de TikTok. Ma sœur aussi est complètement tombée Mmh. dedans. Je sais que c'est hyper addictif et du coup, je pense que pour cette raison, je me dis: «J'ai déjà Ouais, pas mal de trucs. Je pense que je vais rester en dehors de TikTok». Mais ça fait un truc à ton cerveau, quoi, tu le vois Mmh mh. clairement. Donc il y a le Revengegram où les mamans se vengent un peu sur Instagram, le soir en regardant plein de trucs, tu scrolles, le doom scrolling où tu pas d'intention, mais c'est juste, tu laisses venir les choses à toi. Waouh! Je Ouais. le vis exactement de cette Mmh. manière-là. Alors moi sans enfant, mais souvent parce que Ouais. je bosse tard le soir, Mmh. parce que, bah, tu vois, on est en studio la journée, mais alors je monte quand? Bah, Mmh. je monte le soir et Mmh. j'ai besoin de décharger Mmh. C'est ensuite. ça. Quelle connerie parce que Mmh. en journée, on peut aller faire un tour, marcher, moi ça marche vachement bien. Mmh. Le soir, quand il est 23h30 et que tu es chez toi et qu'il pleut, Mmh. mais tu prends ton portable Bah oui. et c'est vrai que ça crée une énorme fatigue mentale. En Oui. fait, je me rends compte à quel point. Mmh. Alors, je m'aère l'esprit, mais j'ai une fatigue mentale, en fait, en ce moment, qui ne me quitte plus jamais. Et c'est sûrement lié à ça. Et moi aussi, je Mmh. m'attrape parfois. Je sais pas Mmh. comment dire ça. I catch myself, on dit Ouais. en anglais, mais vraiment, je m'arrête en me disant: «Mais Eugénie, t'es tombée dans le vortex Mmh. des réels d'Instagram et tout». Alors en ce moment, j'ai très envie d'avoir un chien. Mmh. Donc mon algorithme me pousse tous les chiens que je veux Je peux avoir. pas te blâmer, hein. Je sais. Du coup, hier soir, j'avoue, pour me détendre, j'ai regardé des vidéos d'éducation canine Mmh. pendant 30 minutes et j'ai trouvé ça hyper mignon. Mais après, c'est moi qui les ai choisis. Donc je pense qu'il y a une autre démarche que quand tu choisis pas et tu te laisses Mmh. un peu absorber, tu sais, par ce mouvement de un réel après Mmh. l'autre. Tu dis: «Ah, c'est drôle en effet, comment est-ce qu'ils ont fait cette tarte aux pommes?» Et puis Ouais. alors qu'en fait, ouvrir un livre, c'est très bien aussi, mais c'est plus difficile, ça demande du courage presque. Moi, ce qui me terrifie parfois, c'est de réaliser que je suis incapable de re-raconter, Mmh. allez, les dernières 10 vidéos TikTok que je viens de Ah voir, oui, il y a 1 heure. j'ai pas pensé à Tu ça, mais vois? en effet, ouais. Mmh. C'est chaud. Ouais, c'est C'est chaud. là où tu te rends compte que ton cerveau ne travaille plus du Mmh. tout. Tu es Exactement. dans une forme de léthargie, mais qui Mmh. l'épuise. Mmh. Et et à la fois, c'est presque comme nous mettre une pression supplémentaire. Mmh. Lorsque toute la journée, on a été sur un ordi, concentré sur des choses, on a envie de bêtes, Ouais. d'absurdes, d'échapper un Mmh. peu aussi au quotidien. Et j'ai presque l'impression que c'est une punition supplémentaire que de Mmh. se dire, et c'est une connerie, hein, mais que de se dire: «Non, tu vas devoir poser ton portable et Mmh. aller lire un livre de Baudelaire». Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Alors moi, je lis pas du Baudelaire du coup parce que sinon c'est trop dur. Alors, Je viens de terminer un la livre. femme de ménage. Ouais. Alors, La femme de neige, je l'ai pas lu, pardon, mais je l'ai vu dans l'avion là en revenant du Japon et c'était excellent. Mais alors, j'ai pris un livre en partant en Italie en me disant allez, je vais lire, ça va être super, un livre sur l'Italie qui s'appelle Une pension en Italie de Philippe Besson. Et je pensais que ça allait être un roman hyper chaud italien. Feel good. Ouais, Ok. et hétéro. Et Ok. pas du tout. Et Ah. c'était hyper intéressant. Et du coup, ça m'a sorti de ce que je lisais habituellement. Ok. Et j'ai trouvé ça chouette. Et mon cerveau s'est dit, ah bah tiens, justement, intéresse-toi à ce sujet. C'est hyper, c'est différent. Ça m'a rappelé un petit peu, on rigolait hier soir parce que on parlait de Sur la route de Madison. Ouais. Et il y avait beaucoup de références à ça. Donc après, j'ai regardé le livre. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est bien de lire un livre et lire un livre qui te fait plaisir. Pas lire un livre, tu vois, te dire il faut que je lise, je sais pas. Enfin, moi, j'ai adoré Autant n'en emporte le vent, mais c'est quand même pas évident à lire. Bien sûr. Donc voilà, plaisir. C'est hyper intéressant ce terme que je vais garder et qui me permettra d'un peu plus m'observer quand je le fais parce que je pense qu'on le fait tous. Autre sujet, ça m'intéresserait qu'on re-raconte un petit peu l'histoire de Bloom parce que toi, tu es une associée qui n'est pas française, qui ne vit plus en France. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Bah, t'es connectée à des horaires, évidemment, que tu voudrais éviter, etc. Et il y a toute cette construction-là. Et au départ, on te dit déconnecte, ok, mais pour que ça marche, faut s'y mettre à 1000%. Et il y a pas... faut accepter aussi qu'au départ, il n'y a pas forcément toujours l'espace pour se déconnecter. Exactement. Et punaise que c'est dur. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que tu travaillais à distance avec ton associé, etc. Ouais, bien sûr. Écoute, au début, donc quand j'ai lancé Bloom, j'étais toute seule. Donc là, c'était simple parce que j'étais seule aux manettes et enfin c'était simple en même temps. J'étais encore plus, je pense, connectée. Ah ouais. Quand Candice, bah oui, parce que tu te mets la pression de réussir au début. Et surtout, moi, j'ai lancé Bloom au moment du Covid, donc je me disais, il faut vraiment que les gens viennent. Enfin, j'avais une pression financière aussi bien sûr. Il faut que ça marche, il faut que ça marche. Ensuite, je me suis associée avec Candice, qui est ma meilleure amie, qui est vraiment quelqu'un que j'aime profondément, mais en même temps, on m'a toujours dit c'est pas bon de s'associer avec sa meilleure amie. Bon, là, le fait est que ma meilleure amie a déménagé à New York pour des raisons familiales, donc voilà, j'y pouvais rien. Et en fait, ça m'a beaucoup déchargée parce que quand Candice est arrivée, j'étais enceinte de ma deuxième fille et je me suis dit mais je vais jamais pouvoir gérer et donc c'était le moment parfait. Ok. Et elle a des super human skills, donc elle a pris toute cette partie, mais moi, pour être complètement honnête, j'étais quand même sur mon téléphone dans la salle d'accouchement. Oh putain. Jusqu'à la dernière minute. Mais merci d'en parler parce que merci d'en parler parce que c'est aussi la réalité qui est hardcore du fait d'être entrepreneur. C'est hardcore et en même temps, pour être honnête, je pense que c'est une passion dévorante à tel point que comme ça te fait du bien aussi, ça te fait plaisir, tu aimes ce que tu fais, tu ne sais pas te poser des limites. Oui. Ce qui est compliqué, à la fois ultra stimulant, et donc t'as envie de toujours plus. Toujours plus. Mais attends, t'es dans la salle d'accouchement et tu gères quoi ? En fait, c'était mon deuxième accouchement, donc je me sentais, je me sentais prête, tu vois. Donc c'est ok. Non, mais je sais pas, j'avais confiance, tu vois. Je me suis dit, mon corps, il a pu le faire une fois, il peut le refaire. Let's go. Et je me souviens, mon mari était là, genre... Qui est cette personne qui a hyper confiance en elle là-dessus. Et donc, je répondais au message. Il a envoyé des photos à mon associé, justement, lui disant, est-ce que tu peux arrêter de lui écrire, s'il te plaît? Parce que, genre, là, il faut qu'elle se concentre sur la suite. On a, genre, un bébé qui arrive. Sur ce respiration. Mais ça fait penser à autre chose et tout. Genre, j'ai plus de douleur. Donc, j'ai alterné entre les emails et les épisodes de Friends jusqu'au bout. Et après, Aurore est arrivée. Aurore est arrivée avec son portable, comme ça. Elle est arrivée pile à 16h à l'heure du goûter. Avec sa petite cravate. Avec sa petite cravate. C'est bon, maman, t'avais terminé de regarder la saison 3? C'était trop mignon, vraiment. Et non, et en effet, je savais à ce moment-là que c'était... J'avais peur presque de dire que j'étais sur mon téléphone dans la salle d'accouchement parce qu'en fait, moi, je voyais pas de problème. Tu vois, je me disais, voilà. Avec le recul, je pense que ça m'a juste aidé à changer d'idée à ce moment-là, parce que c'est quand même un moment qui est pas évident à passer et que je suis quelqu'un qui est très anxieux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé une boîte autour de la méditation, pour d'abord me sauver moi-même. Bien sûr. Mais oui, non, c'est pas évident parce que mon mari, il est aussi canadien, donc quand on est en communication avec sa famille, souvent c'est plus tard le soir aussi. Donc il y a tout ça et il y a aussi en effet des clients qui parfois t'écrivent hyper tard.
tard. Mmh. Et tu te sens, surtout si c'est des gros clients, tu te sens redevable et tu te dis, bah oui, mince, il faut vite que je réponde. Voilà, donc maintenant, je mets des bounce back sur mes emails, surtout, tu sais, pour dire... Bounce back. C'est des emails automatiques qui indiquent que tu n'es pas disponible. Très bien, ouais. Voilà, donc ça, c'est bien. Là, je l'ai fait notamment pour le Japon. J'étais hyper contente parce que je me suis dit, j'ai même pas besoin d'envoyer un email pour dire je ne suis pas là. Ou désolé, j'en prendrai connaissance plus tard parce que ça fait un peu mal poli, presque parfois, ou mal vu, tu vois, de dire ça. Tu t'es sentie comment de partir au Japon? Parce que là, ça fait maintenant des années que tu es entrepreneuse. Ça y est, maintenant, tu t'es un peu plus ancrée dans ton rôle. Mais tout d'un coup, tu pars quand même à l'autre bout du monde. Ouais. En plus, dans une période en ce moment où il y a beaucoup de modifications dans ton entreprise. Exactement. Écoute, c'est une très bonne question. J'ai été très anxieuse avant de partir, mais j'ai très bien préparé cette transition. Ok. En fait, je pense que la méditation a ancré une philosophie dans mon esprit où je sais que quoi qu'il, c'est pas grave. Ok, j'adore. Enfin, si tu veux, à l'échelle d'une vie, je me dis, un client qui est pas content parce que le thé n'était pas assez chaud, tant pis. Oui, c'est un argument qui tient la route en fait. Non, mais c'est vrai. Et puis, alors, c'est vrai que le problème souvent, c'est quand tu gères du staff, c'est le staff, parce que c'est ça ton capital risque aussi. Et donc là, par exemple, j'avais une personne qui était pas très bien à cause d'événements familiaux dans sa famille et qui 2 jours avant de partir me dit, je me sens pas bien, je peux pas venir au travail et tout. Et après, je lui ai dit, écoute, bien sûr, je comprends, vas-y. Je lui ai donné 2 jours de vacances. Ouais. Et je lui ai dit, si tu te sens de revenir après, j'ai besoin de toi, quoi. Je compte sur toi parce que je suis jamais partie aussi loin. J'ai peur. Les horaires, c'était catastrophique, mais j'avais dit à mon équipe, vous m'écrivez un email par jour si urgence, et j'en prendrai connaissance quand je peux. Et si c'est vraiment urgent, et au final, elles ne m'ont même pas écrit. Ok, ça c'est intéressant de tester et de voir qu'en fait, on t'a pas écrit. Oui. C'est ça. Je me suis dit, j'ai plutôt bien préparé. Et en fait, en effet, comme tu dis, je vis une transition dans ma boîte parce que je ferme mon studio, mais en fait, je développe beaucoup plus d'activités en hôtellerie, en entreprise, parce que c'est quelque chose qui nous permet de répondre à la mission qu'on a, de démocratiser la méditation comme un outil de bien-être. Quand on met des limites assez intéressantes à son équipe, en fait, elle les comprend et elle les respecte parce que la preuve, si tu n'avais pas mis de limites, moi, je me rappelle avoir... daté il y a quelque temps un restaurateur qui me disait c'est terrible parce qu'il me montrait son WhatsApp et son équipe lui envoyait des photos en mode il faut changer cette poêle, tu vois, enfin mais vraiment parce qu'il y avait pas de limite imposée, pas vraiment de hiérarchie non plus. Oui. Et c'est intéressant de voir que tu as fait ce test-là et qu'en fait, quand tu dis un email par jour, si urgence, il y en a pas. Oui, exactement. Mais 3 semaines plus tôt, le rideau électrique tombe en panne. Oh punaise. Et là, tu peux pas faire rentrer les clients. Donc là, c'est quand même un vrai problème. C'est quand même très chiant. Donc là, je me suis dit, OK, on va résoudre ce problème de rideau électrique tout de suite. Ouais. Et donc, c'est comme ça aussi, en essayant de voir tous les scénarios catastrophes qui pouvaient arriver, en me disant, j'ai préparé tout le terrain à l'avance. Je sais que, a priori, à moins que le studio brûle, je touche du bois, voilà, mais tout devrait bien se passer. Donc voilà. Et puis après, vraiment, je me suis dit, il faut que tu appliques ce que tu dis à tout le monde. Sinon, ça sert à rien. Et je pense que je me suis beaucoup oubliée ces dernières années. Oui, tu trouves? Ah, vraiment. J'ai pris du poids, tu vois, j'ai plus le temps de faire du sport par moment. Et ça, c'est quand même... C'est douloureux. Ouais, c'est douloureux et c'est vraiment un équilibre dont tu as besoin. Ton corps, il a besoin de bouger, ta tête, elle a besoin de méditer. Donc, j'avais que la partie méditation, mais ton corps, ta vie, elle est en mouvement. Mais carrément, Je sais que toi, tu marches, tu vois. Voilà, ça fait partie de mon équilibre. Et je suis hyper contente parce que il y a 2 mois, depuis que je me suis vraiment remise au sport, là, je me suis dit cette année la priorité c'est moi en fait, parce que on peut pas puiser d'un puits vide. Et ma montre m'a envoyé une notification en me disant que j'étais en meilleure santé cardiaque. Et je me suis dit, génial, trop contente. Petit signe. Petit signe. Donc voilà. Donc du coup, en effet, je pense qu'il faut prendre soin de soi. Avant de prendre soin des autres. Même si, tu vois, dans mon métier, on prend soin des autres souvent avant de soi et en fait, c'est hyper important et c'est pas égoïste et c'est nécessaire. Et donc, ça passe aussi par des moments de détox digital. Bien dit. C'est intéressant parce que tu le dis, tu prends soin des autres et puis tu as cette boîte qui te demande énormément d'énergie
c'est ta passion. Mmh. Donc, il y a moins de filtres puisque ça te fait plaisir. Mmh. Et tu l'as senti que tu t'es mis un petit peu de côté? Mais Complètement. on s'en rend pas compte sur le coup. On s'en rend pas du tout compte. Non. Et franchement, t'as l'impression d'être dans la roue du hamster. Et pour partager un truc un peu perso, je pense que je te l'ai dit d'ailleurs, mais j'ai eu une opération en décembre. Oui. Ça, c'est intéressant parce que, c'est quelque chose, globalement, j'avais un kyste, qui a grandi sans que je le sache, qui est complètement bénin, et qui a grandi en même temps que mon entreprise. Mmh. Bon, on y voit ce qu'on veut et je me suis dit au moment où j'ai pris les décisions d'arrêter le studio, de recentrer mon activité, de me prioriser et ben, on a découvert ce truc-là et du coup, j'ai eu mon opération et je me suis dit: «C'est vraiment toute cette partie aussi presque psychologique, tu vois, de mon business, Ouais. qui part, avec, ce kyste qui, en fait, était un poids pour moi» et depuis, je mange mieux, je prends soin de moi, OK. je fais du sport, je prends beaucoup plus de plaisir à prendre du temps pour moi pour faire de la méditation. Mmh. Tu vois, je pense qu'on a tous tendance à, vouloir une fois qu'on trouve une passion, quelque chose qu'on aime, vouloir en faire son métier Mmh et mh. parfois ça peut te dégoûter un petit peu de ce que tu fais, tu vois? Bien Et sûr. j'avais peur de ça avec la méditation, mais c'est pas du tout le cas. Ma prof de communication animale, parce que Mmh. nous, dans notre pratique, on en fait, donc maintenant je médite tous les jours, hein. Génial! Mais en fait, elle le dit, c'est Mmh mh. Marine Rémy, si tu Mmh mh. m'écoutes, je t'embrasse. Mmh. J'adore, elle dit: «Non mais Pauline, ça c'est de l'hygiène. C'est Mmh. pas pour ça que tu vas être bien dans ta peau, en fait. C'est de l'hygiène de base, Mmh. comme se brosser les dents». Mmh. Ouais. Mais ouais, parce que on dit: «OK, j'ai fait ma séance de méditation». Non, en fait, Non. après, faut aller voir ses potes et Mmh. rigoler, Ouais. faire du sport, manger bien, se taper des barres, Mmh. être passionné par un truc dans sa vie, être curieux. En Mmh. fait, Oui, c'est ça. C'est un tout. c'est un tout, quoi. Tu as besoin de tout ça. Tu as besoin aussi de en effet, de moments, légers. Ouais, Moi, vraiment. j'adore rigoler Ouais, avec ouais, ouais, ouais. toi, Ouais. j'adore passer du moment avec mes amis. Je pense que j'ai l'impression aussi avec, la montée de l'IA, avec les réseaux sociaux, les gens ont moins envie d'acheter des choses, précieuses. J'ai lu qu'il y avait, c'était un peu la crise justement pour les sacs à main, chers et tout ça. On a Ah plus bon? envie d'expérience. On Ah! a envie de se payer un bel hôtel ou de partir. Intéressant. On a envie de, booker une expérience, comme, je sais pas, un cours, de sport, un cours de pilates, une retraite. Plus qu'aujourd'hui, c'est plus valorisé et je trouve OK. ça assez intéressant. Je trouve qu'il y a Mmh. quelque chose qui change, dans notre société et voilà et c'est une vraie trend et moi je le vois parce que je travaille de plus en plus en hôtellerie. Mmh. Par exemple, moi, quand je vais réserver un hôtel, je vais regarder s'ils ont un petit espace bien-être. Ouais. Bon, aussi parce que je sais que sinon je vais pouvoir les contacter pour leur dire: là, je peux vous aider? Là, J'ai une super app qui elle s'appelle The Bloom Space». voilà, bah, tu vois? L'entrepreneuse, même en vacances. Voilà, je sais. Mais moi, je suis Je pareille. sais, c'est terrible. Et tu sais, j'ai ma mère au téléphone. Je me dis, alors j'y pense la Mmh. dernière fois, j'étais, je n'en pouvais plus. Mmh. J'étais à bout de nerfs parce que j'avais tellement bossé Mmh. 7 jours sur 7 Mmh. que mon cerveau fumait, quoi, tu Mmh. vois? Je me dis: «OK, Pauline, tu pars Mmh. une journée, genre à Fontainebleau avec ton Mmh. chien, te reconnecter au vivant, quoi», parce que vraiment, Mmh. j'étais fatiguée Mmh. émotionnellement. J'appelle ma mère et elle me dit: «Dis-moi, je pensais à la leçon». Et elle commence à me parler d'un invité potentiel. Et parfois, ça vient même pas de toi. Oui, ça vient des L'impossibilité autres. à la déconnexion. Mmh. Et là, toi, t'es dans un hôtel, tu vas te faire un petit Oui. massage, on te dit: «Vous faites quoi dans la vie?» Tu racontes ça, bah, terminé. Je me vois tellement et passion, Fontainebleau, Ah moi bah, aussi. passion D'ailleurs, Fontainebleau, l'histoire du rideau de fer, c'est une des anecdotes que je voulais te partager. C'est que, je pars le week-end, j'en pouvais plus, j'avais passé une semaine horrible avec que des petits problèmes techniques chez oh mon Bloom. Dieu. Je me dis: «Je préviens mon staff, ne me contactez pas. Ne me contactez pas. Ouais. Je vais dans la forêt de Barbizon. Ne me contactez pas par pitié». Évidemment. Eugénie? Oh Non. non. Non, non Anouk, je ne veux pas décrocher. Le rideau de fer est cassé à nouveau. J'étais là, c'est pas possible. On a des clients qui attendent devant. Il y a une dame qui m'a dit que c'était dangereux. J'étais là: «Ah bah super, en plus je vais me prendre un procès. C'est top» et donc là j'ai dit à mon mari: «Je peux plus». Il m'a dit: «Moi non plus, je peux plus». Je peux plus que t'en peux plus. Je me suis dit: «Non, je peux pas, là c'est le week-end, j'ai envie de passer un bon moment avec mes enfants et c'est pour ça aussi que j'arrête le studio», tu vois? Ah ouais, C'est ouais, juste, j'ai ouais. envie d'une vie plus légère. Ah, je comprends Voilà. totalement. Et puis en plus, ton mari, il est aussi entrepreneur. Oui,
Et ça, à la fois, comment dire en anglais, it's a blessing and a curse. C'est vraiment à la fois une bénédiction et une malédiction en même temps parce que lui aussi, il est très, très, très souvent connecté. Mais oui. Alors lui, en plus, s'il m'écoute, je t'aime très fort, mais Elle me dit toujours du bien de toi. oui, voilà, c'est vrai. il joue beaucoup aux échecs sur son téléphone. OK. Et du coup, ça crée à nouveau cette dépendance un peu au téléphone, mais il joue énormément aux échecs. Smart guy. Et ça, alors, smart guy peut-être, mais par moments, boring. Tu vois. Je suis ta reine. Oui, je suis ta reine. Je vaux plus que des échecs. Je ne suis pas le fou du roi, en fait. Oui, voilà. On peut jouer à Queen's Gambit, mais ou regarder ça, mais c'est tout. Et en fait, oui, ça m'agace un peu. Donc, j'ai essayé vraiment de lui faire comprendre. Et c'est mes enfants, en fait, qui lui disent souvent, papa, tu passes trop de temps sur ton téléphone. Ah ouais. Après, bon, lui, il a un projet qui est à une échelle différente de la mienne, avec beaucoup d'investisseurs. Donc, voilà, des attentes qui sont assez hautes. Et j'avoue, un stress que personnellement, je ne souhaite à personne parce que voilà, enfin, il y a des loyers incroyables à payer. Tu vois, c'est voilà. Donc c'est un autre business qui est très chouette aussi, mais c'est aussi beaucoup de pression. Et en même temps, c'est super parce que on peut partager nos peines et nos problèmes, nos joies ensemble et avoir son feedback, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Donc je trouve ça très bien. Le truc que j'ai identifié il y a pas longtemps, grâce à ma nutritionniste et ma psy en même temps, c'est qu'en fait, on avait tendance à se faire un apéro des problèmes en rentrant du boulot tous les deux. Ouais, on passion. sort le houmous. Ouais. Et alors, il s'est passé quoi? Non, c'est pas vrai. Arrête. Vous gossipez, en fait. Ouais. On gossipe, on se décharge émotionnellement et en fait, on est tous les deux des bons vivants. Et je me dis, c'est vraiment bizarre, j'arrive pas à perdre du poids. Bizarre. Bah, le paquet d'houmous, ah bah tiens, on l'a terminé, tiens. Il y a eu beaucoup de Un petit verre problèmes de rosé aujourd'hui. aussi. Allez, un petit verre de rosé. Bah oui, ça fait passer les problèmes mieux. Donc du coup, depuis qu'on a mis de la lumière là-dessus, parce qu'on est tous les deux hyper bons vivants, on adore rigoler, on adore bien manger et tout ça, on s'est dit, ok, on arrête de faire cette thérapie. Et en fait, on essaye de garder les problèmes un petit peu plus en dehors. Ah ouais? Mais par moments, c'est pas facile. Ouais. Bah, quand t'as vraiment besoin de l'avis de quelqu'un, c'est vrai que je l'appelle tout le temps. Bah oui. Excuse-moi, mais j'ai un problème avec mon rideau de fer, tu peux venir m'aider? Ouais. Ok. J'adore. Et c'est là où tu dis que t'as choisi le bon. Ah, c'est sûr. C'est sûr pour ça. C'est trop bien et ça fait du bien de parler avec toi parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde jamais avec mes copines, tu sais, qui me disent un vendredi soir, tu fais quoi? Je sors plutôt du bureau. Bah moi, le vendredi, c'est le soir où je poste mon épisode. Les 3 quarts du temps, je suis à minuit encore chez moi. Le dimanche, j'enregistre et c'est moi qui ai décidé solo, hein, tu vois, personne me met. Le dimanche, j'enregistre mon épisode de la leçon et puis je poste le premier réel sur Insta. Et en fait, tout est en permanence comme ça. Ah oui. Les attachés de presse, moi, me contactent parfois à 23h30. Et tu vois, le jour de mon anniversaire, je me suis assise sur un banc et j'ai booké une interview. En fait, il n'y a pas de temps mort. On me dit, j'ai telle personne que tu voulais tel jour. Elle l'a en direct. Je n'ai pas d'autre. Il faut que je réponde tout de suite parce que sinon, le truc, le studio peut ne plus être dispo. Enfin, et il y a ce truc-là en permanence. Et parfois, c'est bête, mais quand t'es là-dedans, et non, c'est pas bête, je retire. Mais c'est vrai que même, comme tu le disais, passion, t'es là à marcher dans Paris, à vouloir te déconnecter, et puis tu penses à quelque chose pour ton business, parce que se déconnecter, ça aide à la créativité, et puis comme nous, on kiffe ce qu'on fait. Mais il y a des moments où ça va plus, quoi. Oui. Et tu te dis, j'aimerais ne pas penser à ça, là. J'aimerais penser à autre chose. Et en même temps, tu l'as dit, la marche, c'est vraiment un moyen au niveau de la neuroscience et tout. C'est vraiment un des meilleurs moyens de booster ta créativité, c'est de te mettre en mouvement. Et donc, en effet, souvent, tu as des idées qui viennent. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde n'a pas un esprit entrepreneur. Je pense que ça, c'est important de le dire parce que on a des cerveaux où on pense à plein de trucs. Oui. Tu vois, toi, t'es comme moi, ça fuse. Enfin, moi, j'ai eu déjà 50 idées de business. Pareil. En une semaine. Waouh, épuisant. épuisant. Tu vois, là, en ce moment, justement, alors, avec mon mari, on est en train de réfléchir à un business qu'on pourrait peut-être faire ensemble sans trop de travail. Ah oui, parce que j'allais dire, non, c'est bien là que vous rajoutiez une couche. Oui, c'était pas assez. Non, mais en effet, voilà. Et je pense que c'est
c'est aussi essayer de repenser le monde alors qu'il est en train de bouger. Là, les gens ne sont pas prêts. Ouais. On est en train de vivre une des plus grandes révolutions de notre époque, la révolution IA. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur et en même temps, je pense que c'est à nous de reprendre le pouvoir ou d'utiliser ces outils intelligemment. Notre génération, tu vois, ça va. Parce que nous, on a été à la fac, on a étudié, on a le cerveau qui est bien fait. Donc, on sait utiliser ces outils intelligemment. Alors, bien sûr, si tu choisis d'être un loucou, mais juste de faire tout écrire par ChatGPT, bah, c'est sûr que c'est pas bien. Mais la génération de nos enfants, c'est celle-là qui est problématique. Parce qu'ils naissent avec ChatGPT. Et donc, il faut leur apprendre et construire leur cerveau avant même qu'ils utilisent ça. Mais est-ce que tu te rappelles déjà à notre époque, les profs qui étaient en mode allez chercher vos infos et pas sur Google, tu sais, fallait prouver. Oui. On devait regarder dans des encyclopédies parce qu'ils étaient en mode mais c'est terrible. Google leur mâche le travail. C'est vrai. Et c'est vrai que j'ai oublié ça. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié ça. Et avant ça, il y avait le Minitel. Moi, j'ai connu. Moi aussi, bien sûr. Et le bruit d'Internet, je l'ai fait écouter à mes enfants. Oui. C'était là, genre, c'est quoi ça, maman? C'est bizarre. J'étais là, vous connaissez pas? Tu sais que j'ai une core memory. Alors, je vous préviens, on va faire beaucoup de franglais durant cet épisode parce que Eugénie est mariée avec un Canadien. Donc, et j'ai beaucoup travaillé en anglais, donc du coup, je suis désolée, je parle un peu Et puis anglais. moi, je suis tout le temps sur TikTok, vous me connaissez, toutes mes vannes sont en anglais. Bref, chacun son problème. Donc, my core memory, c'est mon premier meilleur ami, Victor, que j'adore encore à ce jour. On est devant l'ordinateur de sa famille. Papa, maman, on va utiliser Internet. Donc, personne peut répondre au téléphone. À ce moment-là, tu te rappelles? On est là. C'est vrai. Mais oui. J'avais oublié ce détail. Et on est là. Et là, son père arrive et dit, tenez, j'étais au bureau de tabac et nous lance chacun des cartes. Et je suis à Victor, qu'est-ce que c'est? Il fait, c'est des cartes Pokémon. Ça vient d'arriver en France. Waouh. Et je savais pas que ce moment-là allait changer la trajectoire du monde. Breaking news, les cartes Pokémon, c'est toujours le hype. C'est toujours. Non mais moi, mes enfants, elles sont dingues de cartes Pokémon. J'ai dû acheter sur Amazon, oui, j'achète certains trucs sur Amazon, des classeurs pour les ranger parce que je ne savais plus quoi faire de ces piles de cartes, bien sûr. J'ai daté un mec qui se fait mais en or grâce aux cartes. Non. Mais il est... Maintenant que tu le dis, j'ai vu à Londres, il y a pas longtemps, je suis allée à Londres et j'ai vu qu'il y avait un magasin qui vendait des cartes Pokémon, mais pour 10 000... Oui, c'est ce qu'il fait. Il fait, en plus, vraiment, cet endroit, ça a l'air vraiment, tu juges pas quand tu vois combien il se fait, mais il fait des lives avec un pote où il dit, on a cette carte-là, et quand il m'a montré ça, j'étais en mode, ah, ok. Écoute, super, chacun son truc. T'as trouvé ta passion. Sauf que il a une très belle voiture, une très belle montre, et moi, je me déplace en métro, tu vois. Bien sûr. Et c'est là où parfois je me dis, je devrais avoir une entreprise qui fait des boîtes de maïs. Mais parce que c'est hyper simple. Et que tout le monde veut manger du maïs, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, je dois essayer de dire aux gens, mais si, la méditation, vous en avez besoin. Tu vois? Mais non, mais attends, moi, j'ai pas envie de bosser, là. Moi, là, j'ai faim, j'ai envie d'aller manger du maïs. Non, mais c'est vrai, je sais plus, j'ai parlé à des copains qui étaient là, ouais, on était sur une île déserte, enfin, une île, bref, et on a rencontré un milliardaire et le mec, en fait, il a fait fortune en vendant du maïs. Waouh. Je me suis dit, mais c'est génial. Ouais. Ah ouais, il y a pas à se poser de questions. Complet, quoi, tu vois. T'es pas obligé de sauver la planète. Alors, c'est pas très écolo, si je peux me permettre. Bon, parce que j'ai l'impression qu'on a plus ou moins des valeurs communes, bien quand même. Bien sûr. Non, évidemment. Mais tu vois, je trouve Il ça... a un fils ou pas? Je trouve ça quand même très rigolo de se dire que tu peux faire beaucoup d'argent avec des trucs auxquels t'as pas pensé en vendant des fourchettes, quoi. C'est clair. Des fourchettes, ok. Tu sais qu'on a un deal. des fourchettes en porcelaine, je sais pas. Tu vas pas faire partie. On va rester sur les cartes Pokémon, d'accord? Exactement. Ça marche, ça me va très bien. Ça me va très bien. À l'époque, je collectionnais, j'ai une très grosse collection de dauphins en verre quand j'étais petite. Collection énorme et bref, j'étais fan de Marineland, je voulais devenir soigneuse de dauphins et tout ça. La pureté. Je sais. Moi, j'étais fan de Madame de Sévigné et je m'écrivais des
lettre à la plume en faisant chère cousine, comtesse de nanana, nous vous avons raté au dernier bal de et je me faisais dans une fausse boîte aux lettres et je faisais des cachets et tout. Oh, j'adore. Ouais, C'est pour ça on qu'on aurait est grave copines. été potes. Ouais. Parce que déjà, moi, on m'appelait Madame de Sévigné en CM2 Ah, parce que j'envoyais dingue. des petites lettres à mes copains dans la classe. Et mes copines, bien sûr, pas que mes copains. Et du coup, C'est génial. Monsieur Lagrange, qui maintenant vit à Tahiti, sa meilleure retraite, m'avait dit mais Madame de Sévigné, Madame de Sévigné. Et donc c'était devenu la blague dans la classe. Donc tu vois, on est Ok, reparlons de déconnexion pour Mhm. déculpabiliser. Évidemment, on aura, et rester jusqu'à la fin, des petits tips Mhm. concrets. Ouais. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un point de Mhm. vue d'un psychologue clinicien. Mais je pense que c'est pas aussi facile que de Mhm. poser son portable Mhm. parce que ça nécessite peut-être un engagement un peu plus fort Mhm. pour réussir à réellement déconnecter. Mhm. Tu fais quoi, toi, dans les moments où tu sens que t'as dépassé tes limites? Quand tu sens que t'as déjà trop utilisé ton téléphone? Pas que le téléphone, tu vois, mais que t'arrives plus à Mhm. créer de limites saines entre ton Mhm. travail et toi. Parce que, Mhm. encore une fois, Ouais. parfois tu veux, mais Mhm. tu ne peux pas nécessairement. Mhm. Tu parlais du rideau de Mhm. fer. Oui, parfois tu peux pas. Bah ouais. Et là, il faut que tu te dises bon bah, je prends mon courage de demain et je vais mieux organiser ma vie. Je vais prendre des décisions comme celles que j'ai prises Ouais, c'est pour ça. pouvoir vivre une vie plus douce. Ouais. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, en Ouais. fait. Et donc, bien sûr, le travail, c'est important. Mm. Mais si ton travail, ça prend trop de ta vie, c'est ta vie. Mm. Donc, si ton travail est pourri et que ça te donne une migraine tous les jours et que tu te sens pas bien dans tes baskets, il faut changer. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, vraiment. J'ai discuté avec Anne-Cécile Sarfati hier, qui était l'ancienne dirigeante de Elle, du magazine Elle, et qui Waouh. était aussi avocate avant, et qui maintenant a son podcast qui s'appelle L'Ascenseur, où elle parle d'ascension sociale. Ah, intéressant. Trop Très chouette, intéressant. Ouais. très intéressant. Et je me suis dit, cette femme, elle a presque 60 ans, elle a su se réinventer 3 fois, Mm. elle a suivi son intuition, elle a toujours, et je pense que c'est, alors bien sûr, c'est un privilège de pouvoir dire, je peux me réinventer parce qu'on peut pas tout le temps dans la vie Mm. se Mm. réinventer, mais on peut quand même. On peut quand même toujours trouver un moyen. Je Mm. pense qu'à partir du moment où on a la volonté, Anne-Cécile Sarfati, elle m'a dit pour bosser chez elle, j'étais avocate, hein, je gagnais bien ma vie, j'ai dû refaire des stages non rémunérés Oh la vache. pendant Oui, 1 ouais. an Ouais, ouais. et appeler toutes les rédactions tous les jours jusqu'à ce que quelqu'un craque en disant OK. Tu vois? Ça, c'est de la détermination. C'est quand même incroyable. Oui, je pense que soi-même, on s'enferme vachement dans quelque chose. Là, j'ai retrouvé ma passion sur la Mmh. leçon et genre, tu sais, depuis Ouais, septembre, je suis trop bien. ouais. Mais avant ça, il y avait un moment où il y avait Mmh. un creux de la vague où j'avais Mmh. perdu ma flamme Mmh. et j'avais l'impression que je ne pouvais pas quitter malgré tout le bateau. Mmh. Mais en fait, c'est faux, rien ne te retient jamais. Et Rien ne te maintenant, je suis retient. contente Oui. parce que ça y est, j'ai retrouvé le feu, C'est ça. tu vois. Et tu peux te réinventer aussi. Et en fait, c'est Ouais. parce que je me suis réinventée, c'est vrai, parce Mmh. que la vidéo est arrivée en septembre Mmh. et que ça m'a tellement stimulée mentalement d'apprendre le montage, Ouais. parce que j'ai appris le montage Mmh. solo, de faire des réels, etc. Moi, ça me plaît beaucoup et c'est vrai que c'est ça qui a fait que Mmh. je Et me suis réinventée. et en effet, voilà, vivre, de sa passion, ou en tout cas, c'est pas possible pour tout le monde, mais je pense que c'est important d'écouter sa petite voix intérieure et son intuition. Mmh. Et ce que je voulais dire juste, avant aussi sur la déconnexion, un point qui est très important, je pense, c'est, d'essayer de mettre des limites sur son téléphone. Alors je sais que tu peux le faire, si tu as un iPhone. Je sais Mmh. pas si tu as un Android, comment ça marche, mais je sais que sur ton OK. iPhone, tu peux regarder ton temps d'écran. Quand je suis en vacances, je sais pas si toi tu as noté, en vacances, je regarde beaucoup moins mon Ouais, téléphone. bien sûr. Donc il faudrait que notre vie, elle ressemble un petit peu plus à ça. Mmh. Mais après, tu as ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, Mmh. où tu te dis: «Mince, est-ce que je vais manquer, ce que fait, Pauline justement? Mmh. Et du coup, est-ce que je vais perdre contact avec Pauline parce que je sais pas où elle est?» Et sinon, j'ai rencontré le fondateur d'une app qui s'appelle Opal, qui te bloque, les apps et qui est très utilisée. Il vient méditer aussi de temps en temps chez Bloom. Ah, C'est comme ça qu'on s'est intéressant. rencontrés. OK. Et donc ça, c'est très chouette. Alors moi, juste, je pense que j'adore faire une méditation. OK. D'ailleurs, si tu veux le faire avec moi maintenant, on va pas faire une vraie méditation, mais Ah, tu prends ton téléphone, OK. OK, et tu le tiens juste comme ça dans tes mains. On a l'air très intelligente comme ça. Ouais, OK. OK. Et là, si t'es OK, hein, tu peux Mmh. fermer les yeux et juste prendre une grande inspiration par le nez. Expire doucement. Et juste là, essaye de ressentir le poids de ton téléphone dans ta main. Mmh.
Et peut-être juste ce que ça te fait, les sensations. Est-ce que tu as envie de le poser? Est-ce que tu te sens bien avec ton téléphone? Ça me fait des fourmis. C'est rigolo, non? Ouais. Et C'est après, pas très agréable. C'est pas très Non. agréable, on est d'accord? Et après, tu peux ouvrir les yeux et juste observer cet objet. Tu peux le tourner, tu peux taper sur ta main, tu peux juste le regarder un peu différemment. Pas comme si c'était ton téléphone, mais c'est juste un objet, ce truc. C'est intéressant. C'est juste un objet. Et là, tu le poses. Et maintenant, tu ramènes tes mains et tu observes comment tu te sens une fois que tu l'as posé. Tu sais quoi? Je comprends qu'en fait, le portable n'est pas un objet, mais est de l'émotionnel. C'est notre doudou. C'est notre doudou d'adulte. Mais oui. On l'amène parfois même aux toilettes. Ah bah, c'est pas parfois. Je sais Non, que mais mes vues non, je rigole. c'est Merci. notre doudou. C'est notre Ouais. doudou. C'est pas un portable, c'est un soutien émotionnel. C'est Complètement. vrai. C'est vraiment un soutien émotionnel. Et moi, je me rends compte parfois, le soir, je suis tellement énervée de cette addiction que j'ai au téléphone. Et je sais qu'il faut que j'arrête, il faut que j'arrête de répondre. Et en même temps, je me culpabilise, je me dis, mince, il faut que je poste, etc. Je balance mon téléphone sur le canapé. Ouais. Je me dis, bon, si tu le casses, c'est quand même Ça un coûte bel cher. objet. Ouais. Mais j'ai une bonne coque aussi. Mais je le balance et je me dis, loin de moi, et on essaye. Maintenant, on a fait un truc aussi avec mon mari, c'est de mettre les téléphones en dehors de la chambre. Oui. Parce que on les chargeait, tu vois, je pense que la majorité des gens font ça. Tu charges à côté de ton lit, ouais, voilà. En fait, déjà, c'est pas bon parce qu'il y a des ondes, etc. Mais si tu le mets en dehors de ta chambre, et je sais que mes parents font ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu pourras rien faire. Tu vois, si tu te réveilles à 3h du matin et que tu apprends le décès de quelqu'un, bon, bah, ça va ruiner ta vie. Autant l'apprendre à 7h du matin quand tu te lèves. Et au moins, t'as pas de distraction, voilà. C'est pas bon pour nos yeux. Le premier réflexe, souvent, pour les gens le matin, c'est de prendre leur téléphone et de regarder le téléphone. Tu peux démarrer autrement. Ça change beaucoup ta relation à cet objet, je trouve. Ah, c'est hyper intéressant. Tu vois, j'ai du mal, souvent je regarde TikTok jusqu'au moment du coucher parce que je me sens seule. Ouais, je comprends. Je me sens seule, j'ai pas d'amoureux en ce moment et j'ai besoin de combler un petit peu ce moment-là, je l'avoue. En revanche, au réveil, je cherche évidemment ma dopamine comme tout le monde, mais parfois, certains messages sont agaçants. Il y a des mails oppressants dès le réveil. Et alors qu'on est dans un état qui est plutôt agréable, normalement, si on n'a pas fait de cauchemar, tout d'un coup, ça crée de la tension dès le réveil. Ouais, je suis d'accord. Ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi. Il suffit que tu lises. C'est comme l'esprit qui ne retient que ce qui est négatif. Tu vois, tu peux lire 10 commentaires positifs, je sais pas, sur la leçon. Il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi, mais un peu négatif. Et ben, ton cerveau va retenir ça. Et c'est tellement agaçant. Et donc, on a ce biais de négativité. Et voilà. Et donc, le fait de te protéger, parce que c'est de la protection. Ouais, en de fait. prendre soin de soi aussi, c'est vrai. De prendre soin de soi. Mais c'est pas facile. Mais je suis d'accord avec toi que moi, quand je suis seule aussi, j'adore passer plus de temps sur mon téléphone et je me pose moins de limites parce qu'il y a moins quelqu'un avec qui je peux partager ou j'ai envie de passer du temps ou de lui faire l'honneur de mon attention. Je suis pas la reine d'Angleterre, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, le cadeau de notre attention, c'est hyper fort. Quand quelqu'un te donne toute son attention, bah, c'est beau. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu vois à la sortie des écoles, toutes les mamans qui sont en train de regarder leur téléphone. Tu vois, on est toutes au parc. On est tous en train de regarder ça parce qu'on est tous accros, quoi. Ouais. Un truc que je fais au resto, c'est que je prends mon portable, je vais faire ma petite story parce que ça me fait plaisir et après je le pose. Il y a pas d'entre-deux. En revanche, chez moi, je trouve que c'est compliqué et c'est souvent parce que je me sens seule et que j'ai besoin de garder du lien. Sauf que le lien, il est un peu pourri parce que ça reste du lien par message, ça fonctionne pas pareil, hein, on est d'accord. Bien sûr. Mais bon, c'est mieux que rien et quand on te dit déconnectez-vous, t'es en mode bah ouais, mais quand tu te sens seule, c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple. Je suis d'accord. Mais ça fait quand même vachement de bien de déjà se rendre compte qu'on a tous plus ou moins des difficultés sur le sujet. Ah oui. C'est hyper déculpabilisant. Tu vois, moi, le truc que j'ai fait ces temps-ci, parce que je sentais que ça renforçait un tempérament que je n'ai même pas à la base, mais de un peu TDAH, tu vois, où tes idées partent dans tous les sens. J'ai supprimé TikTok à un moment, mais j'ai soufflé instantanément. Ah oui. Mais l'effet... Et tout d'un coup, à nouveau capable d'attention, de concentration. Et je me suis rendu compte de l'effet désastreux de TikTok.
Et par moment, moi, je supprime Insta ou TikTok. C'est pas évident au départ parce que on est en manque, quoi. On est en manque. On est en manque. Mais ça fait du bien de faire des petites pauses à des moments comme ça. Et avec nos métiers, je pense qu'on c'est culpabilisant de se dire si je me déconnecte, je prends un risque presque pour mon audience de perdre des gens, de perdre du coup de l'argent, des opportunités de business, etc. Moi, j'ai souvent des gens qui me contactent en me disant bonjour, je suis un hôtel à l'île Maurice, est-ce que ça vous intéresse de faire une collab Mais en MP Insta. Mais oui, le truc le moins pro possible. Oui, tu vois. Mais merci de le dire parce que même quand tu veux mettre tes mails, je suis out of office, contactez-moi durant tel machin, bah t'as un DM sur Insta, quoi. Exactement. Et ça, c'est problématique. Il faut juste avoir une section contact, email, mais contactez-nous via ça. Oui, mais est-ce que les gens respectent les limites? Non, et c'est vrai que moi, mais à chaque fois, je le dis aux gens, dès qu'ils me contactent par Instagram pour quelque chose de pro, et que c'est pas des amis, etc., ou des personnes que je connais à peine, je leur dis direct, écoutez, écrivez-moi à cette adresse, parce que ça te permet de mettre de la distance tout de suite et de te dire, est-ce que ça... Tout ne nécessite pas mon intérêt, tout ne nécessite pas mon énergie. Et voilà, il y a des choses, quand t'es tout le temps... j'imagine que toi, il y a plein de gens qui te demandent qu'est-ce que je dois faire pour passer sur la leçon. Ça tout le temps, mais moi, c'est les attachés de presse me contactent à 23h30. Mais je te jure, j'ai booké ça m'étonne pas. des interviews à 23h30 sur Insta. J'ai sur WhatsApp. À chaque fois, je redis, n'hésite pas à me contacter par mail. La personne me recontacte sur WhatsApp. Et puis, t'as pas répondu à mon DM, mon WhatsApp, mon mail, je t'appelle. Oui. Ouais. Tu vois? Acharnement. Et là, c'est trop. Et même quand tu parles... Enfin, ça, c'est pour la sphère pro, mais t'as aussi la pression de la sphère amicale, parfois, où t'as des gens qui t'envoient des messages et tu dois leur répondre, même, tu vois, ta voisine ou... T'as pas forcément envie de croiser, mais tu vois ce que je veux dire, et qui t'écrit un message et qui te propose un truc, et t'as cette pression de dire mince, il faut que je réponde là tout de suite. Tu sais ce que j'ai fait sur WhatsApp? J'ai enlevé la possibilité de voir si je suis en ligne ou pas. Ah bah très bien. C'est trop bien. Je savais même pas que tu pouvais faire ça. Ça m'a changé la vie. Trop bien. Parce que j'osais plus ouvrir d'autres messages. Bah oui. Parce que j'avais pas répondu machin, et maintenant personne ne peut le savoir. Oh là là. Écoute, je vais prendre tes bons conseils parce que j'aime pas. Je trouve que c'est intime. Tu devrais pouvoir. Tu vois, à l'époque, il y avait des pigeons voyageurs. Ouais, bah, j'adore les pigeons. En plus, tu me connais. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, tu vois, ça te laisse le temps de dire, OK, aujourd'hui, ton pigeon voyageur, c'est ton tic de vue. Ouais, grave. OK, génial. Donc, à partir du moment où il y a le vu, et j'ai vu un mème qui m'a fait tellement rire avant-hier qu'une copine a partagé, où c'est, tu sais, ce moment de faiblesse où justement, t'avais volontairement pas ouvert un message parce que t'avais pas l'espace, et tu l'as ouvert. Horrible. Horrible. Et là, tu dis, oh non, maintenant il faut que je réponde à cette personne. Oui. Alors que j'avais pas du tout envie. Oui. Et moi, à l'époque, je pensais que quand tu appuyais sur unread, ça te montrait à la personne que tu n'avais pas lu, mais pas du tout. Mais je pensais aussi. Mais pas du tout. Et parce que, tu sais, tu disais, hop, je remets, n'a pas lu, et la personne, ça va décocher. Oui. Et en fait, non. Pas du tout. Donc, en plus, on a dû vexer des gens. Mais bien sûr. Parce que nous, on disait, c'est bon, personne l'a vu. J'ai fait ça comme ça une fois. J'ai contacté une fille qui m'avait contacté il y a 3 ans plus tard, genre, coucou. Oh non, bichette. Je sais pas si c'est un peu trop tard, je suis désolée, mais en plus, elle m'avait écrit au pire moment. Genre, je venais de lancer l'app, j'avais fait un keynote. Ah ouais. Je crois que t'étais là d'ailleurs, t'es venue, c'était trop chouette. Et donc, oui, tu vois. Oui, t'étais sous l'eau, mais genre. Je peux pas. Oui, vraiment. Enfin, sous l'océan, quoi. Oui. Avec toute la musique et tout. La petite sirène, les cheveux rouges et tout. Mais voilà, donc non, tu peux pas. Faites bien attention. Mais en fait, je trouve qu'il y a Mel Robbins, que tu connais sûrement, qui m'a énormément aidée. J'ai lu son livre Let Them, qui d'ailleurs en français ne s'est pas traduit, s'appelle Let Them, mais bref, laissez-les. Et qui a donc sa théorie en 3 parties, avec laissez-les dire ce qu'ils veulent. Déjà, parce qu'on contrôle pas ce que les gens disent. Et après, laisse-toi le choix aussi de dire qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça. Est-ce que ça mérite quand même mon attention et que je peux au moins poser mes limites, et voilà, ou est-ce que je laisse couler? Laisse-toi reprendre le pouvoir de ta vie. C'est intéressant. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, tu vois, on te dit souvent
ne rien prendre personnellement, etc. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était me renier que de me dire je laisse couler parce qu'en fait, j'avais de la colère qui restait en moi. Et chez moi, ça fonctionne pas toujours comme ça. Donc, c'est assez nuancé, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en fait, cette colère, elle est saine. Mais oui, en plus. Et c'est hyper important de la laisser s'exprimer. Et je pense qu'il y a une méditation qui m'a énormément aidée. Mais j'ai eu l'impression de passer au niveau supérieur, comme si j'étais Yoda qui évoluait. Ok. Comme un Pokémon. Un Pokémon, ouais, c'est ça. Au moment où tu fais la méditation d'amour bienveillant, c'est un processus assez spécifique où en gros tu t'inclus toi, puis t'inclus les autres. Donc par exemple des personnes que t'aimes. Donc au début c'est hyper simple, genre tu vois, je sais pas, ton mari, tes enfants. Voilà, exactement. Tu vois tout le monde, etc. Et après tu fais entrer des personnes que tu connais moins. Donc ça peut être ta voisine, ça peut être le postier, ça peut être ta boulangère. Tu as des personnes qui font partie de ton quotidien, mais tu te dis mais tu sais quoi, aujourd'hui je vais leur envoyer de l'amour. Et tu continues. Et après tu fais participer plein d'autres personnes. Et là tu as le choix de faire entrer des personnes avec qui tu as été en conflit. Oh, la première fois, je te jure, j'ai vu la nana avec qui j'étais en conflit. Franchement, j'ai pas été en conflit avec beaucoup de personnes, mais il y a une personne qui m'a fait beaucoup de mal, qui maintenant est à la télé, donc c'est très énervant. Oh, c'est horrible, bref, ça. Je ne peux pas dire son nom. Bah, tu me raconteras hors micro. En off, voilà. Et qui m'a dit un truc horrible, pas gentil, en plus complètement faux, mais c'était purement de la jalousie et c'était pas justifié. Et je vois cette personne et là, la première fois que j'ai fait cette méditation, je me suis dit, non, je ne la laisse pas rentrer. Et la deuxième fois que je l'ai fait, je l'ai laissé rentrer et je lui ai envoyé de l'amour et il y a un truc qui a explosé à l'intérieur où je me suis dit, si cette personne était nourrie d'un amour sain, si cette personne était bien dans ses baskets, si cette personne était heureuse, je pense que ça serait pas arrivé et donc je ne peux que lui souhaiter du bien. Et là, tu passes au niveau supérieur. Puissant. Et là, l'amour est plus fort que tout en fait et tu te dis mais si tous les humains étaient nourris de ça, bah, je pense que la planète serait quand même un peu mieux. On aurait beaucoup plus d'empathie et de compréhension les uns envers les autres et surtout de compassion, quoi. Exactement. Mais la colère est importante. Oh, merci. Cet épisode, il était génial. Merci Eugénie. Merci Pauline, merci. On a passé un bon moment, c'était hyper intéressant et déculpabilisant aussi. Et déculpabilisant. Parce qu'on est tous humains. Exactement. Qu'on fait ce qu'on peut et qu'il y a des moments où on aimerait être dans la déconnexion idéale, mais en fait, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut. Et sur ce, je vais ouvrir TikTok. Non, je rigole. On va faire une petite choré, bien sûr. On y va, on fait ça. Pour cette seconde partie, je suis ravie d'être en présence de Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien qui travaille en étroite collaboration avec la Matmut, qui va nous donner tous ses meilleurs conseils pour se sentir mieux dans sa peau en tant qu'entrepreneur. Je le rappelle, la Matmut propose dans son pack vraiment que je trouve particulièrement génial, la téléconsultation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans prise de rendez-vous et surtout, on en parlait tout à l'heure durant nos épisodes, sans sortir de chez soi. C'est l'idéal, vous imaginez bien, quand on est solopreneur. Enfin, la Matmut permet de bénéficier de 3 séances remboursées de psychologue par an à hauteur de 50 € chacune, de quoi se remettre physiquement, certes, mais aussi mentalement. Et ça, c'est hyper important. Allez, c'est parti tout de suite avec Jean-Luc Douillard pour parler de toutes ces questions d'entrepreneuriat. Bonjour Jean-Luc Douillard. Bonjour. Je suis ravie d'être en présence d'un psychologue clinicien pour répondre enfin à quelques questions concrètes sur cette question que tout entrepreneur se pose, celle de la déconnexion. C'est très simple sur le papier, c'est moins simple en réalité. J'aimerais avoir votre éclairage non seulement sur ce qui se joue, mais aussi quelques clés concrètes. J'ai quelques petites questions à vous poser. Très bien. Dites-moi, quand on est à son compte, ce que je venais de vous dire, on a souvent l'impression que si on s'arrête, tout s'arrête autour de nous. Il y a toujours un petit stress latent de devoir absolument tout porter sur ses épaules. Psychologiquement, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se déconnecter ? Alors déjà, quelques précisions. Comme on est tous différents, les situations d'entreprise ou les histoires de chacun dans l'entreprise sont très différentes. Donc, il y a déjà une part de notre histoire qui façonne l'identité que l'on va mettre et ce qu'on va investir dans l'entreprise. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que les entreprises sont toutes différentes avec des tailles différentes. Donc ça joue quand même beaucoup sur la capacité à déconnecter ou pas déconnecter.
Après, un chef d'entreprise qui crée son entreprise ou qui reprend son entreprise ou qui achète une entreprise, il va avoir l'habitude de tout y investir. Ça veut dire que la plupart sont complètement corrélés à la santé économique de leur entreprise. Oui. Et quand notre propre santé, dont on prend d'ailleurs pas très compte quand on est entrepreneur parce qu'on investit beaucoup l'entreprise et beaucoup pour les autres mais pas trop pour soi, eh bien quand notre santé est directement corrélée à la santé économique de l'entreprise, c'est un premier frein à la déconnexion parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on s'engage pour les autres, parce qu'on gère un stress quotidien qui devient chronique mais dont on ne Bien sûr. ressent à limite plus les effets. Et donc, voilà, le lien direct entre l'entreprise et soi, en fait, tout ce qui fait notre identité, c'est exactement ce que l'on investit dans l'entreprise. Et puis aujourd'hui, on a des outils technologiques qui nous permettent pas de déconnecter parce qu'on est en permanence connecté. Et ça limite considérablement la capacité à déconnecter. Mais quand on investit tout son patrimoine, c'est-à-dire les autres, son argent, son temps, parce qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, il travaille plutôt 65 heures que 35 heures. Oula, voire plus. Voilà, voire plus. Et puis quand il est un peu en week-end, quand il a le temps, il déconnecte jamais parce qu'il pense en permanence à son projet. Voilà, c'est aussi la difficulté et que l'on retrouve très très souvent dans ces profils-là de lien entre la vie perso et la vie professionnelle. Donc si je résume, ce qui est compliqué, c'est lorsque sa propre identité se morphe entièrement avec celle de son métier. Et je dois dire que je suis la première impliquée parce que la leçon, on l'entend souvent beaucoup d'ailleurs chez les entrepreneurs, la leçon c'est mon bébé. Vous voyez ? C'est ça. Mais quand on est complètement identifié à son projet d'entreprise, c'est un métier passionnant, l'entrepreneuriat. Mais c'est passionnant et ça nous épuise énormément, mais en même temps, on a énormément d'énergie pour ça. Donc, c'est ça aussi, les entrepreneurs, ils ont une capacité de travail énorme, ils ont une capacité d'investissement très importante, et puis ils emmènent tout le monde avec eux. Donc, c'est aussi ça. La responsabilité ou le niveau de responsabilité fait que quand on a un petit peu envie de s'arrêter ou quand on est un petit peu fatigué ou très fatigué, il y a toujours la responsabilité des autres, la représentation des autres, la culture dans laquelle on est, parce qu'on est aussi dans une culture de société où un chef d'entreprise, il doit répondre à toutes les attentes, il doit se relever de toutes les tempêtes, il doit pas faillir, il doit avoir la responsabilité de la santé et de la sécurité de ses salariés. En fait, toutes ces responsabilités font que même si on avait envie de décompresser, on n'a pas le choix. On doit être en permanence hyper vigilant à tout ce que l'on porte dans sa responsabilité d'entrepreneur. Oui, c'est important de le rappeler. Ça met un peu d'empathie aussi sur le sujet parce que il y a ce qu'il faudrait faire et puis il y a aussi la réalité, vous le dites, économique. Tout le monde fait vraiment à l'heure actuelle du mieux qu'il peut, ça c'est clair. Et puis, vous le dites, et je trouve que c'est très intéressant, je prendrai soin de moi quand. Vous savez, c'est toujours le truc qu'on remet à plus tard. Et ce que j'ai observé chez les invités que je reçois et surtout les entrepreneurs, c'est que ça passe toujours au dernier plan. Or, c'est intéressant de se rappeler que lorsque on remet ça en top priorité, c'est là où les idées reviennent, la créativité, l'énergie, etc. Bien sûr, mais en fait, la santé du dirigeant, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. Mais en même temps, c'est la dernière chose à laquelle on fait attention quand on est entrepreneur. Donc, on s'occupe de tous les autres et sa santé, qui est le capital le plus important de l'entreprise, en fait, on n'en prend jamais soin. Donc moi, j'ai monté des bilans de santé avec une mutuelle, qui est aussi Admatmut, pour justement essayer de montrer et de faciliter le fait que des chefs d'entreprise qui ne s'arrêtent jamais commencent par prendre soin d'eux de manière régulière, parce que la prévention, c'est ça, c'est mettre sa santé au cœur du projet. Et ça devrait être une priorité. On devrait commencer par organiser sa semaine avec qu'est-ce que je fais pour moi, plutôt que faire la semaine. Et si j'ai un petit peu de temps, je ferai un petit peu de choses pour moi. Ah, c'est intéressant, ça. On va y revenir d'ailleurs dans les clés concrètes de conseils, mais commencer par s'obliger à s'offrir des créneaux dans sa semaine, c'est ça ? C'est ça. Commencer par fixer les créneaux qui vont être dédiés à l'attention que l'on porte à soi, avant de commencer des journées et des semaines à s'intéresser et à s'inquiéter de ce que l'on va faire pour les autres. Quels sont les signes qui montrent qu'on est en train de basculer dans une hyperconnexion malsaine au travail, même quand on adore ce qu'on fait ? Et je rajoute ce petit point parce que c'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est justement ça le problème principal, c'est-à-dire quand on est passionné et qu'on adore ce que l'on fait et qu'on est tout investi dans son projet, il y a un mécanisme psychologique qui s'appelle le déni qui fait que même quand on a des petits signes pour soi, on les voit pas. Voilà. C'est souvent les autres qui les voient pour nous, mais nous, on est incapable de les voir. Parce que identifier ces petits signaux d'alerte, ça serait éventuellement reconnaître qu'on est un peu faillible et qu'on est un peu fragile. Et
beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas l'habitude d'être fragiles parce que, encore une fois, on les Ouais. attend à être costauds, des Mmh. super-héros, et en même temps, ils n'ont pas appris à parler d'eux. On n'a Mmh. jamais appris à parler de soi. Et puis, quand on investit tout son projet ou toute son énergie dans l'entreprise, mais encore une fois, on se préoccupe de l'entreprise, mais pas trop de soi. Donc ça, c'est la réalité. C'est quoi les petits signes dont vous parlez? Alors les petits signes, c'est les troubles du sommeil, mais en même temps, 95% des chefs d'entreprise ont des troubles du sommeil. Donc ils Classique. dorment pas beaucoup, et en même temps, quand ils dorment peu, ils ont l'impression d'être fatigués toujours au réveil. Mmh. Donc ça aussi, on verra sur Petit un signe. premier conseil, c'est peut-être prendre l'habitude de faire régulièrement des consultations sommeil et d'être accompagné sur une meilleure qualité de sommeil, parce que le OK. sommeil, c'est primordial. Vous Et êtes les en petits train signes. déjà de me faire la question Oui, 3 oui. là. Non, parce que le premier signe vraiment majeur, c'est la question du sommeil. Ouais. Après, il y a la question de l'alimentation, c'est-à-dire quand on commence à sauter des repas ou quand les besoins fondamentaux du sommeil, de l'alimentation, du repos, de l'hydratation sont des choses que l'on met en OK. seconde priorité, c'est-à-dire que c'est après tout le reste, quoi. Ah ça, c'est Le intéressant. le Mmh. 3e élément, c'est souvent quand on commence à avoir des troubles cognitifs, mais dont on ne se rend pas forcément compte. On oublie, alors qu'on avait l'habitude d'être très organisé le matin, mais Ouais. il y a des tâches qu'on oublie, des réunions qu'on oublie, Mmh. voilà, des situations ou des rencontres que l'on oublie, ou des réunions à laquelle on ne fait plus trop attention. Mmh. L'autre signal qui est très important, c'est quand on commence à être agacé par ses proches. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on rentre à la maison et le bruit de OK. nos enfants nous fatigue. On a ce qu'on appelle des troubles de l'humeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme d'habitude. On ressent des choses qui sont à l'intérieur de soi, pas forcément très belles, mais en même temps, on culpabilise de les Ouais. ressentir, donc on les met de côté. Mais ça, c'est des premiers signes très importants quand on rentre à la maison et qu'on se sent déjà fatigué à l'idée de rentrer à la maison. Et beaucoup, d'ailleurs, d'entrepreneurs, quand ils commencent à ressentir ça, ils trouvent des petites stratégies, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent un quart d'heure avant de rentrer à la maison, ils s'arrêtent dans un bar pour se poser, ils s'arrêtent un peu en campagne pour marcher, pour avoir un petit sas de Ouais. décompression, parce qu'ils ont le sentiment effectivement de ne pas être en capacité de supporter ce qui va se passer à la maison. Et puis en même temps, ce qu'ils entendent aussi des autres, et notamment des conjoints ou des enfants, ça les renvoie à cette culpabilité-là en disant: «Tu es pas assez présent, Ouais. tu passes tout ton temps au boulot, quand tu es là, tu es pas disponible, tu es tout le temps sur ton téléphone». Donc voilà, c'est ces premiers signes-là qui sont les plus importants, mais on a du mal à les Mmh. repérer pour soi, Ouais. et quand c'est les autres qui nous les font remarquer, on les croit pas, parce que ce mécanisme du déni nous fait avoir à travailler avec ce propre sentiment de culpabilité et faire comme si ça n'existait pas, quoi. Et en plus, le danger, vous en parliez, c'est le fait d'être, quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, il y a cette grande, grande, grande capacité de résilience, de tenir bon. Donc comme on se connaît, on sait qu'on s'est relevé de plein de choses, on se dit qu'on peut continuer à Mais pousser le exactement. cursus. Mais d'ailleurs, Le curseur, pardon. oui, c'est ça. Mais en fait, je compare souvent les chefs d'entreprise à des sportifs de haut niveau, parce Ouais. que c'est le même combat. Mais Le oui. même combat, c'est-à-dire que quand on a, encore une fois, l'habitude d'avoir énormément travaillé, d'avoir beaucoup investi, d'avoir ces capacités de supporter et d'anticiper, de trouver des stratégies Ouais. pour faire face aux difficultés, eh bien, et c'est ça le problème de la prévention, c'est que surinvestir son projet, c'est un moteur à la créativité entrepreneuriale, mais ça devient un frein à la prévention, parce que quand on commence à avoir des difficultés, au lieu de s'arrêter, au lieu de demander de l'aide, on travaille encore plus, avec le sentiment que de toute façon, Oui. on va se refaire. Donc il y a Oui. aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui sont des joueurs dans leur fonctionnement psychologique, Mmh. avec cette idée ou cette certitude que de toute façon, ils vont se refaire. Voilà. Et qu'ils vont arriver à traverser les moments difficiles qu'ils traversent. OK, donc c'est intéressant de se dire: «Attention, quand on voit ces signaux et qu'on se dit: "J'ai pas besoin de m'arrêter, j'ai juste besoin de me concentrer plus, de travailler plus, de plus", c'est vraiment là où on C'est un tombe, gros indicateur, c'est ouais, souvent ça c'est qui nous ça. piège. Voilà, c'est-à-dire OK. qu'on va encore plus se fatiguer, on va encore moins dormir, on va encore moins manger, on va commencer à se couper de tout ce qui nous faisait du bien, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'a plus le temps d'aller faire du sport, Ouais. parce qu'on va prendre ce Mmh. temps-là pour faire toute autre chose et travailler encore plus. Mmh. On va faire plus de route. Donc en fait, le corps, il va prendre énormément de tension. Mmh. Ça va se traduire par des maux de tête, par des maux de ventre, par des maux de dos, par du cholestérol. Enfin, Tachycardie, voilà, des tachycardies, des arythmies, des Mmh. fatigues un peu intenses. Ouais. Et donc, en fait, le corps va prendre le relais d'une tête qui est dans le déni de la nécessité de s'arrêter. Et le corps, lui, il va donner tout un tas de signaux. Et ça aussi, c'est une attention particulière que l'on doit avoir Ouais. à son corps. On parle de psychosomatique, c'est-à-dire quand la tête est fatiguée, eh bien, c'est le corps qui va manifester ce que la tête n'a pas envie de comprendre. C'est un grand sujet sur la leçon, j'en parle tout le temps, d'écouter son corps parce que le corps, raconte tellement, tellement de choses et toujours avant la tête, quoi. Exactement, Mmh. ouais.
Et puis souvent le corps il manifeste des choses qu'on n'arrive pas à se dire ou qu'on n'arrive pas à Ouais, c'est vrai. manifester, et donc il faut être attentif à ça, mais c'est pas facile non plus quand, on banalise les petits signaux. Quand on a mal au ventre ou mal à la tête, quand on est entrepreneur, on travaille quand même. Quand on est fatigué, on travaille quand même. Quand on a mal au dos et qu'on fait de la route, on fait toujours de la route. Mmh. Donc ces petits signaux-là, on s'y adapte, alors qu'on ne devrait pas s'y adapter. Ça devrait être, les premiers éléments qui nous font, aller consulter, mais c'est difficile d'aller consulter. Bien sûr, et puis c'est aussi trouver le temps dans son agenda et l'espace mental parce qu'on dépose beaucoup de choses qui sont un peu effrayantes aussi à Oui, déposer. Quand on tient bon comme ça, on a peur de tout lâcher en se disant mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? c'est ça. Et On en a peur que ce fait, soit pire après. mais Donc on jamais. préfère ne Et oui, rien lâcher, ouais, et c'est ça le problème, c'est ouais. que si on allait plus souvent et plus régulièrement lâcher, et Mmh. c'est aussi un des conseils que je donne aux entrepreneurs, c'est-à-dire de prendre l'habitude d'aller voir ne serait-ce qu'une fois par an un Mmh. coach ou un psychologue quand tout va bien. Parce que si on prend l'habitude d'aller parler de soi quand tout va bien, eh bien, on va comprendre que ça fait du bien, Mmh. de laisser un petit peu son fardeau chez quelqu'un en toute sécurité, en toute Mmh. confidentialité, où il y a aucun jugement. Et puis, bah, ça nourrit aussi, la réflexion et l'anticipation de certaines choses. Mais on peut programmer ça une fois par an et ça fait du bien, avec la certitude que si on commence à avoir des difficultés et qu'on connaît déjà quelqu'un, parce qu'on a déjà pris l'habitude d'aller lui raconter qu'il nous connaît déjà, ça sera plus simple d'y retourner quand on commence à être en difficulté. C'est tellement juste, ça fait tellement de bien de vous recevoir, et d'avoir cette, vision-là d'un professionnel de santé parce que pareil, c'est un grand enseignement de la leçon des invités que j'ai reçus, de se rendre compte que tout le monde a des jobs avec pression et que, un peu comme on va chez le podologue pour continuer à garder une bonne posture, c'est juste une question de routine, santé, bien-être pour continuer à se sentir aligné parce qu'on a tous beaucoup trop de choses sur les Exactement. épaules, quoi, qu'importe Mais son à la limite, c'est métier. même la plus grande responsabilité et Et la oui, plus grande, opportunité, ouais. pour, la croissance ou le Mmh. développement de l'entreprise que de prendre soin de soi. Mmh. Puisque sa santé, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui s'arrête, l'entreprise, elle va très vite être en difficulté, surtout Mmh. sur les petites structures. Donc en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que la santé du dirigeant est la priorité numéro un, mais le dirigeant lui-même ne prend jamais ou rarement soin de sa santé. Peut-être que c'est aussi une question de génération. Je Un peu trouve que les d'ego jeunes aussi. entrepreneurs aujourd'hui, ils font peut-être un petit peu plus attention à ça. Ils construisent leur vie professionnelle en faisant un peu plus Mmh. attention à se laisser du temps en famille, à Mmh. faire du sport, de la relaxation, de la méditation, à voyager un petit peu plus, à animer ou à être, dans des réseaux. Et ça, c'est aussi un élément essentiel d'exister dans des réseaux pour que l'identité Oui. professionnelle ne soit pas uniquement liée à l'identité de notre entreprise, mais soit aussi partagée par, Mmh. je dirais, Et une oui. identité augmentée qui est celle du réseau. Et beaucoup Soulignez bien d'entrepreneurs ça. Mmh. sont aussi nourris par l'identité de réseau et pas simplement par, ce que représente leur entreprise, quoi. Le seul danger dans ce que je vois autour de moi des entrepreneurs, c'est que même le fait de prendre soin de soi, même le sujet du bien-être devient une performance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Où tout d'un coup, on s'inscrit à un running club au départ, pour rencontrer d'autres personnes, de se sentir moins seul, et puis tout d'un coup, on est sur Strava avec des objectifs. Puis on s'inscrit à tous les marathons, donc on épuise son corps. Heu la tendance des bains froids, ça devient une performance. Enfin, il y a un sorte de truc où, la pression est juste un peu décalée, je trouve. oui, vous avez raison, mais en fait, je pense moi très sincèrement que n'importe qui ne devient pas entrepreneur. Ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des profils psychologiques quand même très particuliers de ceux qui sont Ah! capables d'investir autant, de prendre autant de risques, d'anticiper, de croire en leur projet quoi qu'il arrive, et en Mmh. même temps, c'est très addictogène l'entrepreneuriat. C'est-à-dire Oui, que oui. ça nous nourrit tellement et ça nous enrichit tellement, Ouais. et on a le sentiment d'être, parfois des super-héros, Mmh. parfois, au fond du trou, mais en même temps, ce fonctionnement-là, il nous rend addicts et à la performance et au fait d'exister et au fait d'être reconnu par les Mmh. autres. Et puis, les autres aussi, l'entourage, il est aussi assez responsable de ça parce que notre entourage, il nous attend aussi toujours là. Mmh. Et c'est difficile de dire à notre entourage qui nous met souvent sur un piédestal parce qu'être entrepreneur, c'est extraordinaire. Mmh. Ça gagne beaucoup d'argent, en tout cas, pour Heu, certains. Oui, non, oui, mais voilà, c'est parce la que la représentation qu'on oui, peut oui. avoir Oui, c'est vrai. d'un chef d'entreprise. Les chefs Et oui. d'entreprise, quand on parle de chef d'entreprise, on se dit: «Il gagne beaucoup d'argent, Mmh. il travaille énormément», Mmh. mais en même temps, où est-ce qu'on se laisse l'autorisation ou le droit d'être de temps en temps fragile? Comme si la fragilité ou la sensibilité Mmh. était, un frein, à notre métier ou la représentation que les autres ont de nous. C'est Mmh. dans le sport de haut niveau, et je m'occupe aussi du rugby professionnel, c'est Mmh. exactement le même combat. Quand un chef d'entreprise ou un sportif de très haut niveau se sent ou traverse des moments un peu plus fragiles ou un peu plus sensibles, parce qu'il ne joue pas, parce qu'un projet fonctionne pas, parce que la banque nous a pas suivis sur un projet de développement, à qui on raconte ça?
Et qui est capable de l'entendre sans nous juger ou sans banaliser la situation en nous disant: «Mais non, toi, tu as l'habitude toi, ça va pas t'arriver, tu vas réussir, tu vas trouver une solution, tu vas trouver une stratégie, puis ça va marcher, quoi». Et ça, cette banalisation de l'entourage, souvent, nous freine aussi à pouvoir dire aux gens qu'on se sent un peu fragile à certains moments, parce que comme si on n'avait pas le droit d'être fragile, parce que les autres nous considèrent tout le temps comme étant des super-héros, quoi. C'est tellement vrai, on se rend compte de ça et puis moi-même, j'en suis coupable, j'en suis sûre. Je pense que c'est hyper humain quand un ou une amie, qui cartonne évoque ses petits soucis, on essaye de lui redonner de l'énergie et là, d'ailleurs, on sort un peu du sujet de la déconnexion, mais c'est quand même très intéressant, qui essaye un peu d'évoquer des doutes et on veut lui redonner confiance, donc on dit: «Mais non, tout va bien Oui, se ça passer», va mais en aller. fait, elle a plus d'espace Ouais. pour déposer. Exactement. Mais quelqu'un qui vient nous dire, quel que soit son statut: «En ce moment, je traverse des moments difficiles», il faudrait surtout pas qu'il entende de ses proches: «T'inquiète pas, ça va passer» ou «Tu vas rebondir». Il faudrait entendre: «Mais raconte-moi, parce que si, tu es aussi en capacité de me dire ces choses-là, c'est que ça doit être important pour toi». Vous voyez? OK. Mais ça aussi, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à déconnecter, parce que c'est un lien. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on donne des petits signes à l'extérieur Ouais. de cette capacité ou de cette nécessité de déconnecter, Mmh. en face, on trouve des gens qui n'acceptent pas qu'on déconnecte non plus. Mmh. C'est hyper intéressant. On va terminer sur une touche un peu plus concrète. Ouais. Est-ce que vous auriez 2-3 conseils à nous donner, et à donner à ceux qui nous écoutent pour réussir un peu plus, en tout cas, à déconnecter? Alors je sais que, heu, on n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin de commencer quelque part. C'est quoi vos petits conseils à vous? Alors, très simplement, le premier conseil, ça serait que chaque chef d'entreprise, femme ou homme, construise un rite tous les jours, un rituel qui OK. soit de prendre 15 minutes ou une demi-heure pour déconnecter. Mais tous les jours, ça doit être un rituel obligatoire. On construit sa semaine en se disant: voilà, tous les jours, je dois prendre un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure juste pour moi. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais marcher? Est-ce que j'écoute de la musique? Est-ce que je prends un bain? Est-ce que je vais voir des copains? Est-ce que je regarde un film parce que j'aime bien? Mais en tout cas, quelque chose qui me fait me couper de ma responsabilité permanente de chef d'entreprise. Mais alors je vous arrête tout de suite, moi quand je marche et quand je prends un bain, c'est là où je pense à mon Oui, podcast. mais on pense différemment. On pense avec tranquillité, on pense D'accord. différemment, on réorganise ses idées et on est connecté avec soi-même. Donc c'est OK dans ce C'est cas-là? OK d'aller D'accord. marcher, c'est OK de prendre un bain, c'est OK d'aller courir, mais encore une fois, ça fonctionne bien quand tout va bien. Ouais. Et c'est un peu plus difficile quand Oui. on traverse des moments compliqués. Mmh. Ça veut dire que si on s'impose ça et que c'est un rite que l'on construit quand on va bien, ça restera un rite. D'accord. Si on attend d'aller mal pour commencer à prendre soin de soi, ça fonctionnera pas. Il faut que ce soit vraiment une habitude. On doit avoir un quart d'heure tous les jours pour aller marcher, pour écouter de la musique, pour vraiment se consacrer rien qu'à soi. Ça n'empêche pas de penser, Mmh. mais on pense différemment et surtout, c'est un Oui, temps c'est qu'on vrai. a admis qui était un temps pour soi. Et encore une fois, principalement seul, parce que c'est aussi ça la déconnexion. Oui. Et ça amènera d'autres sujets, c'est-à-dire effectivement, on doit pouvoir déconnecter seul, se couper de son téléphone, se couper de tout ce qui nous rattache aux autres, Mmh. pour pouvoir se reconcentrer sur soi et sur ses ressentis, sur ses émotions et voilà, se donner de ce temps-là. Et puis la deuxième conseil, c'est faire attention à son sommeil. Ouais. Et troisième chose, c'est faire attention à son alimentation, parce que ces 3 éléments-là sont extrêmement importants pour durer de manière plutôt bienveillante avec soi dans un projet qui prend tout son temps, toute son énergie et dans lequel on investit toute son identité. C'est chouette parce qu'en plus, c'est des conseils qu'on peut, vraiment appliquer simplement au quotidien et juste, réfléchir un petit peu à son sommeil, en commençant par observer: «Est-ce que je dors aussi bien que ce que je pense?» Moi, j'ai fait un burn-out il y a des années Ouais. et quand j'étais allée voir, le médecin, parce que j'étais au fond du trou évidemment, elle m'avait dit: «Vous dormez bien?» «Oui». Ah oui? Puis après, j'avais réalisé que je me réveillais 3 fois par nuit en pensant que j'avais oublié mon réveil. Ah oui. Mais en fait, dans les bilans de santé que l'on fait C'est avec Océane dingue. Matmut, on a une consultation sommeil avec un médecin généraliste qui est extraordinaire. Et en fait, la plupart des chefs d'entreprise pensent bien dormir. Ils dorment pas beaucoup. En même temps, ils ont l'impression que 6 heures, ça leur suffit parce que ils ont pris l'habitude de rogner leur sommeil et c'est souvent ce qu'on limite quand on travaille beaucoup. Et en fait, vous avez des chefs d'entreprise, quand on mesure
le sommeil ou la qualité de sommeil qui font 20, 30, 40, 50 apnées du sommeil par nuit, ou qui ont 30 ou 40 micro-réveils. Donc en fait, on a le sentiment de bien dormir, mais on n'arrive jamais à cette phase de sommeil paradoxal où on va justement lâcher musculairement toutes les tensions et puis rêver, parce que c'est aussi ça. Le sommeil, il est très important parce qu'il nous permet de récupérer physiologiquement, mais aussi psychologiquement, parce que les rêves, comme les cauchemars, c'est aussi une façon de pouvoir soulager par plein de petits scénarios nocturnes les choses qui vont faire et qui vont libérer un petit peu d'espace dans notre capacité de penser. Donc les gens qui viennent vous voir et qui disent non, moi je rêve jamais, c'est déjà un premier indicateur que... Alors, non, parce que Non, parfois, pas vraiment. il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent jamais des rêves qu'ils font. Mais oui, c'est fou Voilà. ça. Donc c'est plus, vraiment le conseil, c'est, encore une fois, de faire un bilan, préventif et de faire surtout une consultation sommeil avec un spécialiste du sommeil pour aller voir. Voilà, j'ai le sentiment de bien dormir, mais est-ce que je dors bien? Parce qu'on va s'apercevoir qu'avec, des petits aménagements qui sont très simples, déjà comprendre comment on dort, comprendre que la lumière, c'est celle qui, conditionne, notre rapport au sommeil. Ça veut dire, la surexposition aux écrans quand on s'endort ou on éteint au dernier moment parce qu'on est complètement crevé et qu'on a passé 2 heures sur le téléphone ou sur la console ou sur la télé ou sur... ça déjà, il faut réformer ça. On le dit aux adolescents, on le dit pas aux chefs d'entreprise, mais il faudrait se couper au moins 1 heure et demie avant de s'endormir de tous les écrans, parce que cette capacité justement ou cette lumière de nos écrans retarde la tranquillité de la capacité qu'on a à s'endormir. Oui, c'est fou, c'est vraiment toujours les moments où on va le plus mal, où on a le plus besoin de se divertir et de se sortir du quotidien, et c'est toujours là où je finis sur TikTok jusqu'à 2h du Oui, matin. mais on est extrêmement nombreux à faire ça. Bah oui. C'est sûr. Mais on n'a pas tous justement cette nécessité d'être surengagé dès le lendemain avec de la performance, de l'attention portée aux autres, de la responsabilité. Et donc, on arrive les uns les autres à se trouver des stratégies ou des aménagements. Mais les chefs d'entreprise, eux, le peu de sommeil qu'ils dorment, je crois qu'ils sont 80% à dormir moins de 6 heures. Effectivement, quand on dort moins de 6 heures, autant qu'on dorme bien, parce qu'on a besoin de cette énergie pour récupérer. Donc si je résume, et ce sera la fin de notre épisode ensemble, s'observer, se faire un petit rituel quotidien obligatoire, 15 minutes, tout le monde peut le trouver. Manger plus sainement et surtout, dès les premiers petits signaux, aller voir quelqu'un. Oui, ça c'est ça. S'autoriser à aller voir quelqu'un avant, et voir quand on va même bien. justement, Et oui, le conseil peut-être le plus important, c'est de commencer à aller voir quelqu'un quand tout va bien. Parce que ça permet justement d'échanger, de parler de soi, d'apprendre à parler de soi et surtout d'anticiper des situations et d'avoir déjà quelqu'un qui nous connaît quand, éventuellement, à d'autres moments, on aurait besoin d'aller parler de choses compliquées. Merci beaucoup Jean-Luc Merci beaucoup, Douillard, Pauline. c'était passionnant, ça m'a fait beaucoup de bien de valider quelques petites intuitions que j'avais eues avec d'autres invités de la leçon. Et puis merci pour vos conseils concrets que je vais appliquer, je vous le promets, dès demain. Très bien, avec plaisir.